Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo abracadabrante. Vu qu'aujourd'hui je vous propose enfin ma sélection de livres, de romans traitant des sorcières. Et oui, on va ne parler que de romans dans cette vidéo. Ce ne seront que des histoires, des fictions. Alors bien sûr certaines histoires seront teintées de réalisme, forcément. Vu que je vais à la fois parler de romans sur les sorcières plutôt historiques, donc les chasses aux sorcières, les femmes qui ont été assassinées pour sorcellerie. Et de l'autre côté, je vais également aborder le thème des sorcières plus fantastiques. Voilà, sorcières, boules de feu, tout ça, de la magie, des paillettes, enfin des choses un petit peu étranges qui se passent, mais rien de très concret et réel là-dedans. Enfin bon, quoi qu'il en soit, il y en aura pour tous les goûts. Dans cette sélection, pas d'ordre particulier, c'est pas le premier qui sera mon préféré ou le dernier le moins préféré, c'est tous des romans que j'ai beaucoup aimés d'une certaine façon, bien sûr que certains plus que d'autres, et surtout c'est une sélection qui n'est pas terminée. La liste complète se trouve en barre d'infos, vous cliquez dessus et vous arrivez sur l'intégralité des références dont je vais parler dans cette vidéo, et cela dit, c'est une liste qui peut évoluer. Pas dans la vidéo forcément, parce qu'une fois que je l'ai filmée, je vais pas la refaire 20 fois, mais dans la liste en question que vous retrouvez en barre d'infos, je vais la mettre à jour. Donc plus je vais lire de livres sur les sorcières qui m'auront plu, plus je vais rajouter ces livres à cette liste. Voilà, donc si vous voulez la garder sous le coude, là comme ça vite fait, pour avoir de temps en temps des références, des nouvelles références, ben voilà, vous savez qu'elle existe, vous savez que je l'ai faite et qu'elle est publique et à dispo. Alors je commence et je pense que voilà, si parmi tous les romans que j'ai mis là-dedans, je devais en choisir un, je pense que mon numéro 1 ce serait celui-ci, donc autant vous le balancer direct tout de suite, voilà, comme ça c'est fait. Je pense que mon numéro 1 ce serait Un bûcher sous la neige de Suzanne Fletcher. Ce roman je l'ai lu il y a quelques temps et je savais que c'était le bon moment pour moi et ce livre. Ça faisait plusieurs années que je le ziotais, que lui et moi on se guettait, et ça faisait aussi plusieurs années que vous, plusieurs personnes qui l'avaient lu, me le conseillait encore et encore, genre mais t'as toujours pas lu Un bûcher sous la neige, il est formidable, on sait qu'il va te plaire, tout ça. Mais je vous l'avais dit, j'attendais le bon timing pour lire ce livre et c'était il y a 2 ans maintenant je crois. Donc j'ai lu ce livre pour la première fois, j'ai pénétré dans l'histoire de Corag corps et âme, voilà, je n'ai pas d'autre mot. Cette traduction est très bonne, cette histoire est magnifique, donc si vous cherchez un roman plutôt historique sur les sorcières, sur l'histoire aussi entre l'Écosse, l'Angleterre, vous allez être servi. Donc on se retrouve au XVIIe siècle et la première fois qu'on rencontre Corag, la jeune fille qu'on va suivre dans cette histoire, elle est en prison. Et un homme d'église va venir la voir pour quelque chose de très politique et de très religieux. Il doit tirer une histoire au clair et en fait Corag est la seule survivante de quelque chose d'horrible qui s'est passé. Et en gros s'il veut avoir le fin mot de l'histoire, s'il veut avoir les preuves nécessaires, il est obligé de questionner cette jeune fille. Et au moment où il va la questionner, elle va commencer à lui raconter toute son histoire. Et au début, lui, il est complètement largué, et nous aussi, en fait, on comprend pas pourquoi elle remonte si loin en arrière. Elle va lui parler de son enfance, de sa mère, de sa grand-mère, du village dans lequel elle est née, qu'elle a dû fuir. Le village qui a lui-même accusé sa mère et qui a tué sa mère pour sorcellerie, donc qu'elle a dû fuir, et toutes les épreuves, les étapes qu'elle a dû traverser durant son voyage pour arriver là où elle s'était établie, près d'un petit village écossais, si je ne me trompe pas. Elle faisait pas complètement partie du village, elle était un peu excentrée, mais petit à petit, les habitants ont commencé à lui demander des choses, elle-même a pu bénéficier de certaines choses de la part des villageois, puis il y a une sorte d'entente un peu cordiale qui s'est créée entre elle et les villageois. Et c'est là en fait que vraiment le cœur même de l'histoire arrive. Mais avant ça, on a besoin d'un certain temps, on va vraiment apprendre à connaître Corag de bout en bout, voilà, de son enfance jusqu'à cette fameuse étape qui a fait qu'ensuite elle a été en prison. Voilà, quand je vous dis que c'est un roman qui m'a bouleversée, j'ai même pas envie de vous en dire plus parce qu'il est très bouleversant. Il est magnifiquement bien écrit et bien traduit du coup. Le style est très particulier, il faut s'accrocher peut-être un petit peu au début parce que c'est un peu déroutant comment c'est écrit, mais la plume de l'autrice sert complètement l'histoire et vous ne pouvez que être charmé. En fait je sais que je vous le survends parce que j'ai envie que beaucoup de personnes le lisent comme d'autres personnes me l'ont survendu en fait, et j'avais peur de pas aimer suite à ça parce que je me suis dit qu'on me l'avait tellement survendu que j'allais pas l'aimer, que j'allais placer la barre trop haute, mais en fait non, il est merveilleux. Voilà, je pense que c'est le genre de roman qu'on garde très précieusement, très chèrement dans nos bibliothèques, et même qu'on peut prendre beaucoup de plaisir à relire même si on connaît tous les tenants et les aboutissants. Ensuite on part vers 2 histoires plutôt un petit peu typé horreur de la sorcière, plutôt un peu mystique, fantastique.
Vraiment le croisement entre les deux est très très proche. Le premier c'est celui de Jennifer McMahon, Winter People. Celui-ci il flirte avec l'esprit de sorcellerie et de magie que j'aime beaucoup. C'est la magie qu'on va se transmettre de mère en fille, des rituels qui sont dans la famille en fait et qu'on va garder. L'histoire va être en deux temps. À la fois au début du 20e, plus ou moins, on va suivre un couple qui va perdre leur petite fille de 7-10 ans. Et la mère est incapable de passer, de faire son deuil sur cette petite fille. Elle l'aimait tellement. Je crois qu'ils ont pris beaucoup de temps en plus pour la voir. Donc voilà, pour elle c'est vraiment impossible. Et elle va découvrir une sorte de rituel avec un puits ou une grotte dans laquelle il faut faire quelque chose pour que l'être aimé renaisse. Et donc elle va le faire et bien sûr que ça va très très mal se passer. Et après ça, la maison va être oubliée, plus personne ne veut venir vivre là. Sauf que à la fin du 20e, début du 21e, une mère et ses deux filles vont venir s'y installer. Et un beau jour, la jeune fille ne va plus retrouver sa mère. Donc maman a disparu, elle doit s'occuper de sa petite sœur qui est vraiment plus petite qu'elle, donc elle est toute chamboulée, perturbée. Et avec l'arrivée d'une tierce personne, elle va découvrir dans sa maison des lieux cachés, des endroits en fait dans les murs, dans les placards, où tout à coup il y a des bouts de journaux, des bouts de notes qui ont été laissés par la mère de famille au début du 20e. Et donc elle va commencer à raccorder un peu tous les wagons. Voilà, tu sens que c'est bien la merde quoi. Hein, voilà, très clairement, les trucs où on renaît, où on fait revenir les morts, tout ça c'est jamais une très bonne idée, on le sait. Mais là c'était bien amené, il y avait ce petit côté un peu flippant. Que j'aime bien, ce côté un petit peu justement sorcellerie, antique, mystique. C'est pas comme la magie qu'utilise Korag qui est juste un savoir en fait, qui est une utilisation des herbes et des simples, que voilà finalement si tu l'apprends, tu peux le savoir. Là c'est autre chose, il y a quand même un côté un peu magique qui est là-dedans, mais que j'avais beaucoup aimé. Et le deuxième qui lui reprend un petit peu cette ambiance là, mais qui a vraiment une véritable sorcière, mais on retrouve un peu ce côté horrifique, c'est Hex de Thomas Oldeheuvelt. Celui-ci, il est vendu comme un bouquin sur les sorcières horrifique. Donc on veut de l'horreur, on veut du trash, on veut quelque chose de un peu glauque. C'est clairement ce qu'on va avoir, vu qu'on se retrouve dans la petite ville de Black Spring, où du moment où tu viens t'y installer, où tu passes une première nuit à Black Spring, tu ne peux plus en partir. Tu peux essayer, mais tu vas très vite te sentir très mal, voire même le bout du bout, tu vas vouloir te suicider, forcément. Donc depuis 300 ans, les habitants ont pris l'habitude de vivre dans cette ville en compagnie d'une sorcière morte, avec la bouche et les yeux cousus, qui se balade, hein, son fantôme se balade dans la ville, c'est normal. C'est même devenu un peu une attraction, donc forcément que les habitants de Black Spring en jouent, mais font croire à toute la population que c'est pour de faux. C'est pas vraiment une sorcière qui traîne alors que eux savent que c'est pour de vrai. Voilà. Une chose est certaine, c'est qu'il ne faut absolument pas essayer de découdre les yeux et la bouche de la sorcière, sinon c'est la merde. Mais problème, on est gentiment au 21e siècle et les ados de la ville commencent à en avoir un petit peu marre, comprennent plutôt moyennement pourquoi ils sont censés obéir à ces règles antiques. Et ils vont commencer à titiller la sorcière, vraiment, vraiment, vraiment très fortement. Et vous vous en doutez, ça va très 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 mal finir. Voilà. Donc le côté horrifique, il est là, la sorcière, elle fait peur, elle est malaisante. On a forcément un peu d'empathie pour elle à un moment donné parce que c'est une victime avant tout, qui ne cherche que vengeance finalement. Et je pense qu'à un moment donné, Thomas Oldeheuvelt, il y a eu une sorte de connexion avec Quentin Tarantino parce que quand vous lisez le moment culminant du bouquin, on est clairement dans une scène à la Tarantino. Ça y va, mais alors vraiment genre par hectolitres de sang, de trucs qui explosent de tous les côtés. Enfin, voilà, c'est trash, glauque, horrifique, mais pour moi il n'y avait pas assez ce côté waouh, la sorcière, waouh, enfin... Le mélange était là sans être vraiment là, donc je le mets quand même dans ce classement parce qu'il était très bon au niveau de l'histoire de la sorcière, il était vraiment très intéressant. Le petit moins, c'est que je pense que la scène culminante trash au possible, elle m'a pas fait l'effet que j'attendais, voilà. C'était pas assez psychologique pour que ça me fasse flipper en fait, c'était too much. Mais l'histoire même de l'endroit, de la ville, avec cette histoire de sorcière qui traîne dans les parages, c'était plutôt bien amené en plus. Dans Les sorcières de Pendle de Stacey Hall, nous sommes au XVIIe siècle et Fleetwood Shuttleworth attend à nouveau un bébé.
Malheureusement, elle sait que sa grossesse pourrait très très mal se passer vu que ses précédentes grossesses n'ont pas été menées à terme. À chaque fois, elle a fait des fausses couches et malheureusement, cette quatrième grossesse pourrait lui être fatale. À elle comme au bébé, vu que visiblement elle n'a pas une santé de fer quoi. Et donc plutôt que de faire confiance à une énième sage-femme que son mari lui aura recommandée, elle va préférer se tourner vers Alice Gray, une jeune fille qu'elle a rencontrée sur son domaine, qui a l'air un petit peu perdue dans ses pensées, qui elle connaît des choses qu'aucune autre femme ne connaît. Voilà, elle sait quelles herbes il faut utiliser pour enlever les nausées, pour enlever les crampes, pour éviter en fait que son bébé ne passe quoi en fait. Et elle aussi. Sauf que très rapidement, une rumeur commence à circuler, des sorcières, le fameux clan Malkin, seraient dans les parages, se cacheraient dans la tour Malkin de Pendle, et si vous avez lu comme moi la saga de l'épouvanteur quand vous étiez plus jeune, ou que vous la lisez encore, eh bien les sorcières Malkin, Pendle, tout ça, c'est forcément des mots, des noms qui vous sont connus. Et donc j'ai été faire mes petites recherches après coup, forcément. Et donc la fameuse tour des Malkin à Pendle a bel et bien existé. C'est une véritable tour de sorcières qui a été construite à l'époque et qui aujourd'hui n'existe plus parce que justement les habitants ont préféré oublier ce moment de l'histoire. Mais alors forcément, pour en revenir à Fleetwood Shuttleworth, cette jeune femme enceinte, au bout d'un moment, elle va devoir protéger Alice Gray, qui en effet est accusée de sorcellerie, qui en effet fait partie de cette fameuse famille, ce fameux clan des Malkin, mais tout en sachant qu'elle pourrait être accusée, elle en a quand même besoin. En fait, plus que tout, elle sait que si cette fille y passe, elle aussi elle va y passer. Donc elle va faire preuve de beaucoup de force et de pugnacité pour sauver cette Alice, et c'était très beau à lire, parce qu'on ressent justement tout cet effet de sororité entre femmes, même si on ne se connaît pas, même si on ne vient pas des mêmes classes sociales, elle veut absolument l'aider. Au départ forcément pour s'aider elle-même, mais petit à petit elle commence à l'apprécier cette Alice, elle sent qu'elle est innocente, elle sent que c'est une personne honnête, qui veut aider son prochain. Et j'avais beaucoup aimé comment Stacey Halls justement racontait cette histoire, mettait en scène ces personnages, notamment pour Fleetwood qui elle peut bénéficier quand même d'une certaine supériorité grâce à son statut de femme, de je sais plus quoi, mais en gros c'est une aristocrate du coin, donc forcément elle a plus de pouvoir que Alice, mais n'empêche que ça ne reste qu'une femme. Donc elle a du pouvoir mais pas trop non plus quoi, faut pas déconner. Et tu sens en fait au bout d'un moment les limites qu'elle peut atteindre et ce qu'elle ne va pas pouvoir dépasser. Voilà, encore toute une histoire de famille et tout, enfin c'était vraiment, j'avais beaucoup aimé. Et clairement, je relirai du Stacey Halls. Je vous ai mis ensuite une trilogie qui, alors, plaît ou ne plaît pas. Moi j'ai décidé de fermer les yeux sur beaucoup de choses concernant cette histoire qui forcément si j'avais voulu pinailler un peu m'aurait déplu. Mais là, m'a plutôt charmée, au contraire. Il y a quand même beaucoup de choses qui m'ont plu dans cette trilogie. C'est Les sorcières de Northampton de Melissa de la Cruz. Pour moi, Melissa de la Cruz, c'était une autrice en vogue à la mode à l'époque de la collection Black Moon chez Hachette. On avait les Twilight, les 16 lunes, les Vampire Academy, tout ça. Pour moi, ça faisait partie de cette mouvance-là. Donc je l'ai longtemps boudée un petit peu à cause de ça, avec beaucoup de préjugés, hein. Voilà, je ne suis pas... Je ne suis pas exempte de ça. Et au bout d'un moment, elle me faisait tellement de l'œil que j'y suis allée. Et j'ai commencé le premier tome et je suis tombée sous le charme, en fait, voilà, de ce trio féminin, mère et deux filles, qui ont dû ranger les baguettes et les balais, qui doivent garder, en fait, cacher le fait qu'elles sont des sorcières depuis des centaines d'années. Et elles vivent à Northampton, un peu cachées de tout le monde, jusqu'au jour où l'une d'entre elles va tomber amoureuse, plutôt deux fois qu'une, vu que son cœur va balancer entre deux frères, et là, tout va se remettre en place. Chacune décide de finalement récupérer les baguettes et les balais, de recommencer à lancer des petits sortilèges, mais pas trop pour pas qu'on les soupçonne, et forcément au bout d'un moment l'engrenage il est lancé, donc tu peux plus les arrêter. Et je pense que ce qui m'a le plus plu à un moment donné, mais ça c'est hyper personnel, mais j'ai adoré ce mélange, c'est que on va y retrouver le côté sorcière, sorcellerie, famille de sorcières, et en même temps ça va être mélangé à la mythologie nordique. Et là il y a eu un genre de mélange que j'ai juste surkiffé. Il y a plein de trucs qui vont pas, il y a plein de trucs où tu pourrais dire mais non mais ça mais c'est pas grave. J'ai fermé les yeux sur tout ça et je me suis dit c'est trop cool. Et il y a une chose aussi que j'ai repérée en lisant les 3 tomes, pourtant j'ai pas trop suivi, je les ai pas trop lus les uns après les autres, donc souvent je devais quand même tout remettre un petit peu en place. Je trouve que Melissa de la Cruz, elle a une écriture, et il n'y a pas tous les auteurs qui arrivent à faire ça pour moi, j'en ai que 2-3 en tête. C'est hyper photographique comme elle fait ça. C'est que quand je lis la scène,
je visualise, mais comme dans un film. C'était dingue, et pourtant j'ai pas regardé la série, d'ailleurs je ne sais pas si je vais la regarder un jour, mais elle a vraiment ce truc où quand tu la lis, c'est imprégné en fait, même si elle met pas beaucoup de détails, la scène elle est limpide sous tes yeux je trouve. Voilà, je sais pas, j'ai pas tout le temps vu ça chez des auteurs ou des autrices. Le prochain, je pourrais même vous conseiller de ne lire que celui-ci, bien qu'il y en ait deux. Pour moi, le tome 2 est un peu en trop. Je vous parle des sorcières du clan du Nord de Erinia Brignol, aux éditions Gallimard. Alors certes, il est en Gallimard jeunesse. Oui, il est pensé et écrit, je pense, plutôt pour les ados. Mais j'ai trouvé qu'il avait une part très sombre, en fait, dans cette histoire, que c'était pas de la jolie magie, sorcellerie, tout sympa, tout mignon et tout. C'était même quelque chose d'assez... ouais, d'assez dark, quoi, à certains moments. Poppy et Clarée sont deux adolescentes du même âge qui n'ont absolument rien à voir. Poppy, elle, c'est la fille qui est rejetée par pas mal de monde. À chaque fois, elle se fait expulser de ses lycées, elle a jamais d'amis, son père ne sait vraiment plus quoi faire avec elle. Et de l'autre côté, on a Clarée qui, elle, vit dans un clan de sorcières, les fameuses sorcières du clan du Nord. Sauf que elle n'y arrive pas. Toutes les autres filles de son âge, même les plus jeunes, sont plus douées qu'elle. Elle a aucune facilité pour la magie. Bref, elle est bonne à rien, quoi. Et un jour, les deux adolescentes vont se rencontrer, complètement par hasard, parce que les sorcières du clan du Nord ne se mélangent pas aux humains, et bien généralement même elles les fuient. Sauf que leur rencontre forcément va tout remettre en question. Alors certes, quand tu commences le roman, il n'y a pas beaucoup de mystère de ce qui relie les deux adolescentes, tout ça, tu fais très vite le... ok, en gros c'est ça. Il n'y a pas un long suspense quoi, on va dire. Mais malgré ça, j'ai trouvé qu'il y avait une certaine ambiance déjà, qu'on retrouve dans pas forcément tous les romans qui parlent de sorcières. C'est quelque chose d'assez unique, d'assez bien fait. Le côté justement très clan et très solitaire du clan qu'a créé Irina Brignol est vraiment très très chouette. La magie aussi qu'elle a donnée à ses sorcières, je l'ai trouvée très naturelle. En gros, les sorcières doivent donner pour recevoir. Hein. C'est vraiment... mais très très fort, là c'est très très bien représenté. C'est pas juste 3 coups de baguette magique et puis tout va bien. Et elles ne sont pas fatiguées ou autre. Il y a des transformations à un moment donné qui sont faites. Certaines sorcières peuvent se transformer en oiseaux par exemple. Et on sent que la transformation, elle fait mal. Que c'est quelque chose qui demande beaucoup d'énergie, qui... voilà, tu sens que tous les os craquent, que tout doit se remettre en place, que... je sais pas comment vous dire, c'était vraiment une histoire pour moi. Je pense que quand on voit roman pour ados autour des sorcières, on a un certain préjugé qui peut se créer. On imagine certaines choses, peut-être un peu trop gentillet. Et là... ben, on n'a pas quelque chose de gentillet. On a quelque chose d'assez mature, d'assez adulte, où les deux personnages d'ailleurs sont très très intéressants. Et alors certes la suite m'a pas forcément convaincue ni plus, c'est pour ça que je vous conseille que le premier tome, parce qu'en plus j'ai trouvé que la fin se suffisait à elle-même quoi finalement. Donc vraiment j'en garde un excellent souvenir. Toujours plutôt pour les ados mais qui ma foi a plutôt bien fait le job. En tout cas niveau ambiance il m'a vraiment plu. C'est La malédiction des sœurs Swan de Shea Earnshaw, paru aux éditions Rajo. On est sur une histoire de vengeance vu qu'il y a 2 siècles, les Swan Sisters ont été accusées de sorcellerie et ont été noyées dans la petite baie de la ville de Sparrow. Depuis, donc 2 siècles, chaque été, au mois de juin, elles reviennent et s'emparent d'une jeune fille de la ville, prennent place dans son corps et habitent le corps de cette jeune fille jusqu'à noyer quelqu'un, noyer un jeune homme de préférence, pour se venger en fait de la population de Sparrow qui les ont tués. Donc de nos jours, on va suivre une jeune fille nommée Penny qui elle connaît la chanson, hein, forcément, elle sait que chaque année c'est la même chose, que chaque année il y a moult touristes qui arrivent parce que forcément il y a un côté un peu intriguant, mystérieux autour de cette ville qui tous les mois de juin a cette particularité on va dire, à savoir si c'est vrai ou faux, si c'est juste un attrape-nigo, si... enfin voilà, forcément. Donc Penny, elle est un petit peu vannée de tout ça, elle en a un petit peu marre, mais elle va jouer le jeu, elle va voir ce qui va se passer, quel garçon va se faire prendre, quel jeune homme on va retrouver noyé dans la baie, gros mystère. Il y a forcément quelque chose à un moment donné où quand tu as lu beaucoup de romans, bah tu le sens venir, mais... malgré ça, c'est toujours des détails que je me dis je peux facilement les mettre de côté parce que le reste de l'histoire est bon. Les intrigues, l'imagination aussi autour de la magie, de la sorcellerie, des histoires de ces sorcières, je les trouve intéressantes. Donc ça met le côté un peu suspense on va dire de l'histoire de côté. C'est pas grave si c'est couru d'avance que ça va être comme ça. J'ai quand même
eu pendant un bon bout de l'histoire ce doute en fait constant, parce que forcément que tu cherches à savoir quelle jeune fille est habitée par l'une des 3 sœurs. Donc non, c'était quand même bien foutu. Et comme je le répète très souvent, quand je lis des romans qui sont pensés pour cet âge-là, bah, j'essaie de me remettre à la place de ce public, quoi. En fait, j'essaie d'imaginer que j'ai de nouveau 15 ans et je pense que j'aurais marché et que j'aurais adoré. Et si j'ai adoré déjà en tant qu'adulte, même si le mystère est pas dingue, voilà, je m'imagine bien qu'à cet âge-là, ça aurait été encore mieux. Forcément, je ne pouvais pas passer à côté, je vous ai mis le premier tome et donc, logiquement, la saga complète des bannis et des proscrits de James Clemens. Le premier tome est assez nébuleux dans ma tête, donc je vais pas vous faire un résumé super, voilà. Hein. Là on est clairement sur un roman de fantasy pur, donc la sorcière à boule de feu, en veux-tu en voilà, de la magie, des elfes, des nains, des personnages de sorte et de race qu'on ne connaît que très peu. En veux-tu, en voilà, il va y en avoir, vraiment. On est sur la quête assez basique d'un groupe de personnages qui se trouvent à un point A et qui doit aller à un point B. Et entre les deux, eh ben, il y a plein de trucs chiants qui vont se passer. La moitié va y passer, forcément. Ils vont rencontrer d'autres personnages. On est sur une quête de fantasy assez habituelle. Donc Elena va avoir ses premières règles et bim, en même temps, c'est le réveil de ses pouvoirs. Elle se découvre sorcière et à partir de là, sa vie va plus jamais être la même. Comment vous résumer ça autrement? Voilà, ça va être bien chiant. Voilà, elle va perdre à peu près tous les gens qu'elle aime, de façon plus ou moins immonde et trash. Et ensuite, elle va devoir fuir le grand mal absolu qui, lui, veut régner sur toute la Terre et qu'elle va devoir défendre alors qu'elle-même ne sait pas comment utiliser encore vraiment très bien ses pouvoirs. D'où tout le groupe de personnages qui va être là pour l'aider, pour la seconder, pour l'escorter, etc. Voilà. Donc si vous cherchez, franchement, c'est une hyper bonne fantaisie. James Clemens, il a un don pour décrire des scènes d'action, ça y va quoi. Tu peux pas t'ennuyer, il y a tout le temps quelque chose qui se passe, voilà, qui te tient en haleine. Quand tu penses que les personnages sont enfin tranquilles, et ben non, ils vont subir encore quelque chose. Je n'ai pas terminé la saga, mais je suis en bonne voie, voilà. Et j'avoue que ça se lit très très bien. Très bien parce que tu vois pas le temps passer, c'est un page turner de fou. Et quand on aime et qu'on est habitué au style fantasy, aux quêtes fantasy, on se sentira pas perdu. L'auteur explique bien, met bien en scène toutes les particularités de son univers. Je trouve que des fois c'est le plus compliqué à suivre dans un roman fantasy. C'est tout ce qui n'est pas réaliste dans un roman, tout ce que l'auteur a imaginé. Il faut pouvoir l'expliquer, il faut pouvoir le transmettre au lecteur et ça il le fait très très bien. Ne t'attache pas trop au personnage et tout va bien se passer. Le dernier roman de cette sélection et après je passe à 2 bandes dessinées. Il s'agit bien évidemment du fameux Wicked de Gregory Maguire que je vous ai recommandé très souvent, forcément. Alors c'est un ouvrage qui n'est pas forcément accessible à tous. Je sais que c'est un livre qui peut être un petit peu impressionnant quand on le commence parce qu'il est très politique. Donc dans Wicked, on va rencontrer la méchante sorcière de l'Ouest du magicien d'Oz, mais comme Gregory Maguire va se placer de son côté, donc de son point de vue à elle, et on va découvrir un personnage qui finalement n'est peut-être pas si méchant qu'on le croit. Voilà, donc on va rencontrer plein de personnages qu'on a déjà pu voir quand on connaît le magicien d'Oz. On va notamment rencontrer Glinda, la très gentille sorcière. Et bien sûr, on a enfin plein d'explications sur Elphaba, donc la méchante sorcière de l'Ouest. Pourquoi elle est verte, pourquoi elle est méchante, pourquoi... Enfin bref, plein de choses. Mais c'est vrai que c'est très fouillé. Alors il faut s'accrocher parce que on a toute l'histoire, la politique, l'aspect très sociétal du monde d'Oz qui est là, qui est présent. Je l'ai lu il y a très longtemps, il y a de nombreuses années, et je ne pense pas que c'est un roman que je relirai comme ça demain en me disant « Hey tiens, et si je relisais Wicked », tu vois. Mais c'est une histoire que je garde en mémoire parce qu'elle m'a subjuguée. Elle m'a apporté tout ce que le magicien d'Oz en fait laisse de côté. Je veux dire, le magicien d'Oz il est épais comme ça, et à part l'histoire de Dorothy et de ses claquements de talons, t'as pas grand chose quoi en fait. Je trouve que c'est un peu plat, c'est un peu vide. Là où Wicked arrive et qui te montre tout ça quoi en fait, tu vois. Mais je trouve que contrairement par exemple à James Clemens dans Les bannis et les proscrits, je trouve que son style est assez lourd. C'est pas forcément très évident de se mettre dans l'histoire et d'être motivé par cette histoire. Mais pourtant une fois qu'on est dedans et
et qu'on se dit ok, je vais le lire, je vais y aller, il apporte plein de trucs. Vraiment, il apporte plein de trucs. J'ai souvenir de l'avoir lu pendant un week-end d'Amil. Donc, j'avais pas le choix. Je m'étais dit, je vais le finir ce week-end. Et d'un côté, je pense que c'est ce qui m'a permis d'avoir une bonne lecture de ce bouquin. En tout cas, un bon souvenir de lecture, c'est que je l'ai avancé rapidement. Je l'ai pas reposé 1000 fois et ça m'a pas pris 3 semaines pour le lire parce que je pense que si je l'avais lu dans un autre contexte, j'aurais pris beaucoup plus de temps. Là, au contraire, j'ai trouvé que voilà, j'avais ce côté un peu challenge et tout dedans, donc forcément que je l'ai lu plus vite et je pense que ça m'a permis de mieux apprécier ma lecture. Et en dernier, je vais vous parler de 2 BD, à commencer par Les Filles de Salem de Thomas Gilbert, où là, si vous vous intéressez au procès des sorcières de Salem, c'est la BD idéale pour vous. En plus, elle est très très belle, elle raconte très très bien cette histoire, elle la met bien en scène. Et alors pour ceux qui aiment cette histoire justement du procès des sorcières de Salem, je vous conseille très fortement bien sûr la vidéo qu'en a fait la chaîne Occulture, qui est géniale, pleine de recherches, de noms, de tarabiscotage de cerveau, parce que alors clairement ils ont dû en avoir quand ils l'ont écrite. Elle apporte des éléments assez intéressants sur ce fameux procès des sorcières de Salem, mais cette bande dessinée est vraiment très très bonne. Il y a à la fois pour moi ce côté justement véridique, historique, où on va parler de ces 2 jeunes filles en premier qui ont fait croire qu'elles avaient été envoûtées, ensorcelées, à savoir si c'est vrai ou non, et puis ensuite les personnes, les femmes qu'on va accuser, les hommes qu'on va accuser là-dedans, et c'est toujours du point de vue de très jeunes filles qu'on va se placer dans cette BD, si je me souviens bien. Là encore, je l'ai lu il y a un petit moment, donc désolée. Mais c'est bien illustré, c'est bien amené, c'est bien raconté. Une BD que je prendrais vraiment beaucoup de plaisir à relire, par exemple. Voilà, parce que vraiment, elle m'a marquée et je l'ai vraiment beaucoup aimée. Et le dernier, c'est plutôt un comics, il s'agit de Witches de Scott Snyder et Joke. Alors dans celui-ci, on est plutôt sur un côté des sorcières très méchantes, très trash, un peu horreur. Clairement elles font pas rêver quoi, hein. C'est pas les sorcières où tu te dis oh ouais chouette, j'ai bien envie de faire partie de leur clan ou que sais-je, non pas du tout. Donc on va suivre une famille qui va s'installer dans une nouvelle maison pour faire face à un deuil, et à côté de cette maison il y a une forêt. Et très rapidement, le père de famille, je crois notamment, comprend que dans cette forêt il s'est passé des choses, que les habitants de la ville cherchent à protéger d'une certaine façon, mais en même temps ils osent pas trop s'y aventurer. Et en effet, il se passe des choses dans cette forêt, il y a un clan de sorcières, un monde souterrain en fait de sorcières qui existe, et tout se passe à travers les arbres. Voilà, et donc il y a des planches assez malaisantes où on voit vraiment les sorcières, on voit des visages dans les arbres, c'est assez cru, les traits de dessin je trouve sont très pointus, piquants, c'est très vif, voilà, c'est pas du tout mignon, doux et arrondi, enfin on n'est pas du tout dans l'univers de la sorcière où c'est sympa quoi, non, bien au contraire, voilà, mais très bonne vision de la sorcière aussi, qui change, qui est différente, mais qui là en fait clairement un être maléfique et méchant. Voilà pour cette sélection, voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez pu piocher un petit peu de nouvelles lectures, que peut-être vous avez déjà dans vos piles à lire et que ça faisait trop longtemps qu'elles y étaient, et que là vous vous dites tiens, je vais les sortir de ma pile à lire maintenant, voilà. Et sinon, n'oubliez pas, comme je vous disais en début de vidéo, la liste complète se trouve en barre d'infos, et c'est une liste qui va évoluer, dans laquelle je vais venir à chaque fois ajouter mes nouvelles lectures, mes bonnes lectures sur les sorcières. Alors comme toujours, je sais qu'en commentaire vous allez me faire plein de suggestions. Peut-être que certaines d'entre elles je les ai déjà lues, mais que à côté de ça, je les ai peut-être pas forcément aimées, et donc du coup elles se retrouvent pas dans cette vidéo ni dans ma sélection. Ou alors c'est des romans que j'ai mais que j'ai pas encore lus, ou alors c'est des romans que j'ai pas et que j'ai pas encore lus, et que très certainement elles se trouvent dans ma liste d'envie, qui est complètement infinie. Voilà. Donc je sais que vous allez me faire des recommandations, mais s'il vous plaît ne m'en faites pas trop non plus, parce que moi j'ai pas un temps de lecture infini, contrairement à ma liste. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite de merveilleuses lectures ensorcelantes, et moi je vous dis à une toute prochaine.